Dans l'actualité ce lundi, les travaux de la 3e Assemblée générale de la Chambre de métiers de Côte d'Ivoire, des projets d'appui au développement sont en vue. Du mouvement hier sur le pont Henri Konan Bédié, inauguré le 16 décembre dernier, le 3e pont est ouvert depuis hier à la circulation. Et puis la Tunisie toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle, des résultats attendus pour ce soir. Béji Caïd et Sepsi revendiquent déjà la victoire. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce voyage à travers l'actualité. Première escale, Yamoussoukro, pour évoquer les travaux de la 3e Assemblée générale de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. Il en ressort que les acteurs du secteur de l'artisanat sont bien décidés à prendre une part active dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Des projets d'appui au développement sont en vue. On en parle avec Charles Tatou. Le secteur de l'artisanat est pourvoyeur d'emplois, mais confronté à beaucoup de difficultés. On a du mal à maîtriser les chiffres de ces acteurs parce que non encore véritablement identifiés. En réalité, les artisans de Côte d'Ivoire exercent leur métier de façon empirique, au point même qu'ils font partie de la frange de la population économiquement faible. Heureusement qu'une loi sur le code de l'artisanat a été adoptée. Les travaux de la 3e Assemblée générale ordinaire de Yamoussoukro ont donné l'occasion au président national de la Chambre des métiers de dévoiler ses ambitions pour la performance de sa structure. Il y a 5 chambres qui vont être jumelées à 5 autres chambres en Côte d'Ivoire. Outre la Chambre régionale des métiers, les organisations professionnelles. Nous allons faire en sorte que les organisations professionnelles de coiffeurs, de mécaniciens, de couturières, etc., nouent des relations, nouent un partenariat également avec leurs homologues de la région de l'Indénié du Hablin. Des initiatives ne manquent pas aux responsables de la CNMCI en faveur de la contribution à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Concrètement, nous créons 4 micro-entreprises dans les villes qui ont été retenues par le Conseil des ministres, notamment la ville de Korogo, la ville de Man et la ville de Bouaké et de Bouna. Nous allons créer des centres pilotes sur les énergies renouvelables où nous allons envoyer les jeunes pour aller apprendre l'énergie renouvelable. Donc le projet démarre avec les experts allemands dans le mois de janvier. Et nous avons eu un bailleur de fonds qui vient de nous acheter un immeuble en BOT près de 500 millions de francs que nous allons rembourser au fur et à mesure et ça reviendra à la Chambre des métiers. C'est pour permettre aux artisans et leurs ayants droit de se soigner en moins de coûts. Une vaste opération d'identification des artisans est en vue. Mais pour l'heure, on dénombre un peu plus de 6000 acteurs dans l'artisanat ivoirien. Retour à Abidjan, le 3e pont, le pont Henri Konan Bédié, est ouvert depuis hier aux automobilistes. Ce pont reliant la commune de Marcory à celle de Cocody fait la fierté des Ivoiriens. Beaucoup d'engouement donc hier sur le site. Sylvie Touré a fait un tour sur ce site. Ça y est, le top départ est donné. Le pont Henri Konan Bédié est ouvert depuis ce dimanche à la circulation. Il est 9 h ce matin, mais c'est déjà la 3e fois qu'Agnès Schroeder repasse sur ce pont. Mon fils m'a dit maman, je rêve d'aller sur ce pont. J'ai dit écoute, allons-y. J'ai voulu l'emprunter parce que depuis 2 ans, nous subissons les travaux avec les inconvénients et nous imaginions bien que ça allait donner quelque chose de très beau. C'est le cas. Youssouf Sidibé, chauffeur de taxi, lui, n'arrive plus à aligner les mots tant il est bluffé par l'ouvrage. On ne peut pas t'expliquer, mon frère. Quand je te dis vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne sais pas. C'est échanger. Le pont, bon, c'est incroyable. Vraiment, ça me fait plaisir aujourd'hui pour monter sur le pont. Pour Nguesson, client à bord d'un taxi, n'a jamais cru qu'en 3 ans, ce pont pouvait sortir de l'eau. Pour lui, c'est tout simplement un nouveau soleil qui se lève sur la Côte d'Ivoire. Il a parlé de faire ce pont, mais moi je ne croyais pas. Parce que depuis des années, les gens prennent des décrets, mais ça reste dans les tiroirs. Mais cette fois-ci, il a respecté sa parole. En attendant que le prix du péage soit connu, les automobilistes, eux, savourent déjà gratuitement, et ce jusqu'au 2 janvier 2015, le confort et l'esthétique qu'offre le 3e pont, le pont Henri Konan Bédié.
Voilà, le pont Henri Konan Bédié, fierté en tout cas des Ivoiriens. Tout autre chose à présent, chaque année à partir du mois de mai, des salades d'eau douce envahissent lagunes, fleuves et autres rivières. Un phénomène lié en partie à la pollution. D'où proviennent ces végétaux aquatiques? Quelles pourraient être leurs conséquences sur l'environnement et partant sur la santé des populations? Élément de réponse dans ce dossier proposé par Christelle Nda et Grace Kando. Ces plantes ont envahi lacs, rivières, canaux et exploitations agricoles, devenant un véritable fléau. Les végétaux aquatiques, encore appelés mauvaises herbes, constituent un phénomène naturel en réalité. Nous avons 3 principales plantes. Vous avez les salades douces que vous avez citées tout à l'heure. Nous avons également la jacinthe d'eau et puis la fougère d'eau. Ces plantes ont été introduites de manière, n'est-ce pas, accidentelle ou bien intentionnelle par l'homme. Les végétaux aquatiques, selon les experts, sont visibles à partir du mois de mai au mois d'août, après la grande saison de pluie. Ils proviennent de 3 endroits différents, à savoir le canal d'Assini, le fleuve Comoé et la rivière Mé. Leur mouvement est influencé par le vent et la montée de la marée. Dans leur déplacement, les végétaux aquatiques se rassemblent au niveau de Mossou, dans la localité de Grand Bassam, des Bras à Bergerville et prennent ensuite la direction d'Abidjan. Regardez la lagune, ceux qui sont observateurs, à un moment donné, la couleur de l'eau change. C'est la crue du fleuve Comoé qui arrive. Et ça annonce l'arrivée de ces végétaux. Cette année, dès le 1er octobre, on savait que ça devait arriver. On a envoyé des équipes sur le terrain pour lutter contre. La prolifération de ces végétaux est liée à la présence de déchets organiques et résidus d'engrais. Une étude a démontré que près de 90% des rejets domestiques, agricoles et industriels sont déversés sans aucune épuration dans le milieu aquatique, ce qui n'est pas sans conséquence. La présence, n'est-ce pas, de ces plantes-là sur la surface, c'est-à-dire la surface de l'eau, va réduire l'écoulement, la vitesse de l'écoulement de l'eau. Alors si l'eau stagne, ça va être, n'est-ce pas, une source, n'est-ce pas, de production de prolifération, n'est-ce pas, de moustiques. Lorsque ces plantes sont en petite fraction et qu'on passe même juste à côté, on sent cette odeur-là. Les activités de pêche et de navigation deviennent pratiquement impossibles. Cette salade d'eau douce nous fatigue beaucoup. Ça fatigue aussi nos moteurs. C'est pas facile. C'est difficile d'enlever les filets quand il y a beaucoup de filets. Puis d'installer des filets aussi. Le phénomène des salades d'eau douce entraîne la pollution des eaux et la situation préoccupe l'ONG Bon Air. Malgré toutes les interpellations, malgré tous les efforts, nous constatons que chaque année ce phénomène se répète. Et nous pensons qu'il est grand temps que les autorités en fassent une priorité. De son côté, le centre anti-pollution SIAPOL, structure en charge de la gestion des espèces aquatiques, n'a pas encore trouvé de solution. Notre rôle consiste à soulager le plan d'eau lagunaire. Il y a 2 équipes. La machine ne pouvant pas être dans le plan d'eau en profondeur pour nettoyer, moi, les autres que vous avez vus dans les pirogues, leur rôle consiste à enlever ces végétaux-là sur le plan d'eau parce qu'il y a le mouvement de l'eau. Quand la marée monte, les végétaux se déplacent. Les équipes travaillent toujours de 7h jusqu'à même à 18h. Mais la nuit, ils ne peuvent pas travailler. Alors que les végétaux, la nuit, continuent d'arriver au niveau d'Abidjan. C'est une faille dans le dispositif. On voulait acquérir des barrages fixes. Mais malheureusement, les dossiers administratifs tardent. Je pense que l'an prochain, on va prendre disposition pour qu'on ait ces barrages-là. On va donc implanter ces barrages barrés donc à Lagune, de Benjerville jusqu'à Abidjan. On va trouver un tronçon où on va placer ces barrages-là et nous allons les enlever. En attendant des solutions, ces végétaux aquatiques, dits salades d'eau douce, continuent d'envahir la lagune ébriée. Leur présence contribue chaque jour à donner une image peu reluisante d'Abidjan. Clôture du 7e congrès de la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire. 3 jours pour dresser le bilan moral et financier de l'organisation, mais également évoquer les perspectives. Cérémonie de clôture suivie pour vous par Herman Niamia. La dawa ou la prédication face au défi de l'émergence, thème de ce 7e congrès ordinaire de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI.
3 jours ont suffi pour les congressistes pour examiner le rapport moral et financier de l'organisation et renouveler pour les 3 prochaines années leur confiance au président sortant Cissé Aboubakar Siddique. Déjà, plusieurs défis attendent la nouvelle équipe dirigeante. Dans la vie, il faut évoluer. Par le passé, la dawa était facile parce que ça se faisait dans le milieu proprement musulman. Mais il faut émerger, aller vers les autres pour conquérir aussi leur cœur. L'émergence est l'objectif fixé par le président de la République à tous les acteurs socio-économiques en Côte d'Ivoire. Et donc nous avons demandé à la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire de faire en sorte qu'au rendez-vous, disons de 2020, ils puissent dire nous avons atteint notre part d'objectif en ce qui concerne l'émergence de la Côte d'Ivoire. La LIPSI, s'inscrivant désormais dans la logique de développement entreprise par le chef de l'État, se veut une organisation dynamique à travers la recherche de financement, de projets et de création de coopératives agricoles. Des défis qui pourraient améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Parlons sport à présent, précisément de basketball. Eh bien, dans cette discipline, la relève ne sera pas facile à assurer. C'est le constat des responsables de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires réunis à Korogo. Beaucoup reste encore à faire pour relever donc le défi et la formation de base s'impose. Sébastien Onia. La relève du basketball en Côte d'Ivoire fait partie des objectifs que s'est assigné l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. À Korogo, les observateurs ont suivi la rencontre qui a opposé le district de Yamoussoukro en orange à la région du Guénon. Ils ont pu constater le bon comportement des joueurs, leur sens de compréhension du basketball. C'est vrai qu'ils réussissent à organiser un triangle défensif, mais cela ne suffit pas. Yapi Pépin du Centre national de sport de haut niveau explique. Pour l'instant, le niveau est un peu faible. À cet âge-là, les joueurs de la Côte d'Ivoire qui représentent les U18 sont nettement au-dessus techniquement de ce niveau que nous voyons. Je dirais qu'il sera très difficile pour ce groupe d'âge de sortir un groupe. Au basketball, un énorme travail reste à faire pour assurer une bonne relève. Il faudrait que les dirigeants sportifs arrivent à trouver de telle sorte que les compétitions de basketball commencent très tôt, comme nous constatons au niveau du handball. De telle sorte que lorsque nous avons des enfants de 7, 8, 9 ans qui arrivent à la pratique, qui sont habitués à ces enfants de 9 ans, là vous ajoutez 10 ans de bonnes pratiques d'encadrement. À 19 ans, vous pouvez les récupérer pour qu'ils puissent jouer pendant 5 ou 6 ans pour les couleurs nationales avant d'arrêter. Les présidents de fédérations scolaires sont donc interpellés. Attention au basketball, la formation de base doit être une priorité. Le primaire est entièrement sollicité. Hors de chez nous, au lendemain du second tour de la présidentielle, la Tunisie est toujours dans l'attente des résultats qui devraient être connus dans la soirée. Mais Béji Caïd et Sepsi revendiquent déjà la victoire. Les partisans de l'Alliance Nida-Tounes sont donc déjà dans la rue pour faire la fête. Victoire que le président sortant, Monsef Marzouki, refute. Voilà pour l'essentiel de cette mi-journée. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30.